Alors ma réponse, elle est simple. C'est oui, oui, oui et oui. J'ai été témoin, victime, j'ai vu. Et en fait, pour bien être clair, en fait, je crois que tout ça est lié effectivement à l'origine. Et je crois qu'il faudrait revenir à l'origine. C'est-à-dire que je suis née dans une famille pauvre, on va dire, d'un père immigré algérien et d'une mère française avec un père algérien, mais de France, ex-colonie, et que j'ai vécu en France, je suis née en France, en Alsace, avec cette mixité. Sauf que cette mixité, c'était déjà pas une chance, parce que pour ma famille en tout cas, naître fille est une erreur. C'est-à-dire que c'est déjà le premier ratage. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir un garçon pour perpétuer le nom, pour la prestance, et puis aussi pour la suite, c'est-à-dire que c'est le garçon qui va prendre soin, normalement financièrement, des parents. Donc pas de bol. Je suis arrivée un peu, on va dire, dans un endroit où j'étais pas forcément ni attendue, ni souhaitée de cette manière-là, ce qui fait que ça a créé des tensions dès le départ, avec une liste de privations et d'interdictions. C'est-à-dire qu'une fille ne fait pas ça, une fille ne pense pas comme ça, une fille ne doit pas faire comme ça. Tout était déjà prédéterminé, on va dire, dès le départ. Ce qui était assez violent. Mais à la limite, comme j'étais dedans, c'était pas forcément... moi, j'avais pas la capacité, enfant, j'étais une fille très naïve, de comprendre ce qui peut se passer. Je suis née en Alsace, donc je suis allée à l'école primaire, et l'école primaire en Alsace oblige les enfants à avoir des cours de religion. Pas de bol, moi j'étais pas baptisée. Donc je me suis retrouvée seule dans une salle, avec un éducateur, à lire des livres, pendant que les autres allaient en cours de religion. Donc moi j'ai pas bien compris pourquoi moi j'avais pas le droit d'apprendre l'histoire de la Bible, puisqu'en plus j'avais plutôt déjà bien compris que j'étais un peu en dehors des choses, j'étais plutôt observatrice, que j'avais croisé ce fameux calendrier de Fra Angelico chez mon dentiste, et que je savais que j'allais être une artiste. Donc je le savais. Donc je me suis dit, même si j'appartiens pas à cette histoire catholique, je peux quand même la connaître. Sauf que je n'y avais pas droit, j'étais punie, privée. Donc j'étais dans cette salle avec un tuc qui me donnait des livres. Et je me souviens très bien, donc des livres d'histoire de l'art, parce que j'avais le droit de demander ce que je voulais. Et je me souviens avoir dit à cet homme, en fait, là, j'ai un livre d'histoire de l'art où il n'y a que les hommes. Est-ce que vous pourriez me ramener le livre, l'histoire avec que les filles? Il m'a dit, comment l'histoire avec les filles? C'est-à-dire, j'ai dit, je ne comprends pas, là, il y a Courbet, Monet, Manet, Picasso, etc., mais il n'y a pas les filles dedans. Il m'a dit, mais c'est ça l'histoire. Et là, je me suis dit, bon, alors là, il va y avoir un problème, parce que moi, j'avais besoin de m'identifier, j'avais besoin de savoir derrière qui j'arrive. J'étais petite, mais je savais déjà que j'étais par là, moi. Donc là, j'ai commencé à comprendre que ça allait être plus compliqué. Seulement, j'étais très amoureuse de l'art, très amoureuse de tout et très naïve. Et mon but ultime, c'était de rentrer dans une école d'art. Parce que c'est là, j'allais rencontrer tous les gens qui sont comme moi, tous les gens qui aiment ça. Sans distinction, filles, garçons, moi j'étais comme tout le monde. D'ailleurs, je me sentais ni femme, ni homme particulièrement, juste un peu pas chanceuse, on va dire. J'avais un peu raté le coche là, mais j'allais le rattraper. Moi, j'allais le rattraper avec l'art, puisque l'art est censé me sauver, quoi. Bon, et alors là, je suis arrivée en école d'art. Bon, et là, le festival des humiliations, des railleries, des assignations ont commencé. Donc moi, je suis fille d'immigrés musulmanes, donc, algériens, pas musulmans pratiquants, mais de culture musulmane. Premier cours avec Monsieur Leroy, artiste raté, alcoolique, cynique et complètement amer, qui prend la liste et qui dit mon nom. Il dit, c'est pas français ça. C'est pas français. Elle est où? Je suis là. Il dit, ah oui, effectivement. Il dit, moi je vais vous appeler Mohamed. Je dis, mais je m'appelle pas Mohamed, moi. Je sais pas. Il dit, si. Moi ça me fait rire. Il dit, vous savez cette blague qu'on vous fait et vous n'avez pas d'humour en fait, parce que vous ne comprenez pas la blague. Donc pendant toute l'année, on m'a appelé Mohamed. J'ai eu beau dire, non mais moi je m'appelle pas Mohamed, c'est pas possible. On ne peut pas m'appeler Mohamed, d'abord je suis une fille, et puis en plus j'ai un prénom, donc je voudrais qu'on le respecte. Ça n'a pas été possible. Donc en troisième année, cet homme, je l'ai croisé dans l'escalier,
Et pour la dernière fois, il m'a dit « Alors, comment ça se passe, Mohamed ?» J'allais en cours, j'ai fait demi-tour, je suis allée chez les flics. Je dis « C'est la dernière fois. La dernière fois. » Donc, dans cette école, on m'a appris que ce n'était pas l'amour de l'art qui nous reliait, malheureusement. Là, je me suis trompée sur toute la ligne. C'était des rapports de force. On commençait à m'apprendre, en fait, pour réussir, pour pouvoir juste être ce que je suis, je devais passer par un ensemble de combats que je pensais prendrait fin à la fin de l'école. Je me dis, bon, c'est pas grave, je me bats pendant les 5 ans. Puis après, la vie va commencer. Ça a été le début des emmerdes. Donc en fait, j'ai eu un parcours qui à chaque fois a cru à la possibilité d'autre chose, en me disant, bon, c'est pas grave. Moi, je suis toujours... On a quand même juste qu'une seule chose qui me lie à la vie, c'est-à-dire ce que je fais, ce que je suis, les autres, l'amour de l'autre. On fiche que ce soit noir, blanc, tout ce qu'on veut. Sauf qu'en fait, le fait que je sois une artiste femme a été un problème, dès le départ. Et en plus, si vous avez du tempérament et un mauvais caractère, ça complique les choses. Parce qu'en fait, évidemment, le rapport de pouvoir, il s'instaure très fortement. C'est-à-dire, on va vous la fermer, en fait, votre bouche. On va vous montrer que vous, quand on vous met comme un quota dans une exposition, parce que vous le savez, évidemment, vous savez qui vous remplacez, vous savez que vous avez moins de budget que les autres, on sait qu'on vous fout dans le coin là-bas, alors que tous les autres sont devant. C'est pas grave, c'est comme la mauvaise blague, en fait, il faut bien la comprendre. Enfin, c'est vous qui n'avez pas d'humour, parce que vous êtes déjà dans la liste, en fait, donc c'est déjà un privilège. J'ai participé à une exposition qui s'appelait la scène française, dans une grande institution dans le sud de la France, la scène française. Donc, ok, je travaille depuis, enfin, je ne suis pas une jeune fille, je travaille depuis longtemps. Je participe à cette exposition, comme un privilège, il ne faut pas l'oublier. Et là, donc on m'apprend que je suis dans une salle avec un autre artiste, homme. Mais attention, cet homme avait déjà une pièce qu'il fallait respecter, puisqu'elle avait été payée par le CNAP, produite par le je ne sais pas quoi, achetée par le FNAC. Moi, non. Donc moi, je devais respecter cette condition qu'on m'imposait, c'est-à-dire que l'autre imposait sa pièce. Ok, pas de souci. Je reçois un mail en me disant il y a un souci. En fait, l'autre artiste n'a pas envie que tu fasses ce projet-là, parce qu'en fait, sa pièce serait en confrontation avec une pièce qu'il n'a pas envie d'avoir dans la même salle. Donc là, je me suis dit, oula, il va y avoir un petit souci que je ne comprends pas. Et cet artiste me répond, ainsi qu'en copie au curateur, au directeur, etc., en corrigeant mon travail et en mettant une liste des possibles. Donc j'avais le droit, je n'avais plutôt pas le droit de dépasser 1,50 m, je n'avais pas le droit de me mettre dans l'axe comme ça derrière sa pièce, je n'avais pas le droit de mettre de couleur, je n'avais pas le droit, etc., etc. Et il avait photoshopé mon travail. J'ai dit, là on frôle problème. Donc on a pris un rendez-vous, on m'a proposé un rendez-vous avec ce jeune homme, qui était personne, pas plus que moi d'ailleurs, moi je suis personne. J'arrive, je dis bonjour, pas de bonjour, c'était conflit. Bon, ok. Je m'assois et je vois qu'il a sur les genoux un de mes catalogues, enfin un espèce de dossier que je n'avais pas fait, et il regardait ça comme on pourrait regarder La Redoute avec les pires trucs dedans, quoi. Trucs qui l'offensaient, qui le brutalisaient. Et là, le curateur parle, là aussi, c'était plus celui qui avait pris la première décision, mais c'était un autre qui parlait à la place d'eux. Donc tout le monde se dédouanait, se déresponsabilisait des choses. Et on me dit, écoute, il faut être souple, tu vois. Parce que le travail de, je ne vais pas donner son nom, et toute sa vie, parce que là on y était. Moi c'est du hobby. C'est-à-dire qu'en tant que femme, je suis assignée une place d'occupation, de passe-temps, de tricotage. En plus, je brode des paillettes, j'en mets sur les murs, je brode, j'enfile des perles. Ah, évidemment, le mot était dit. Pour lui, son travail, c'est toute sa vie. Moi, c'est de l'occupation. Et il dit, tu comprends, il a du mal, il préférerait exposer avec les frères Chapuisat, avec Devoir Jiquel, avec Stéphane Tillet, qui était aussi dans l'expo, mais pas toi. Je dis, mais qu'est-ce qui pose problème exactement? Il était là, à 3 cm. Et il dit, il balance le catalogue sur le bureau,
Il dit, de toute façon, moi, femme et artiste, ça ne va pas ensemble. Et là, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Qu'est-ce que je peux faire? Je dis, c'est simple. C'est très très simple. C'est encore plus simple qu'avant. Le projet initial est celui qui doit être fait. S'il n'est pas fait, je me retire avec tout ce que ça impliquera, on va dire. Mais je ne peux pas accepter le moindre changement, le moindre genou à terre. Donc, il y a eu rapport de force, il a accepté. De toute façon, il n'y a pas tellement le choix. Et le montage a été un enfer. Mes pièces ont été cassées, volées. Ça a été 10 jours d'enfer. Réel. Bon, ensuite, l'espace en question, qui a une collection, a acheté mes pièces un peu comme une excuse, en disant, bon, on va acheter l'installation comme ça, on va rééquilibrer un petit peu les dommages. Cette expérience-là m'a posé tellement de questions. D'ailleurs, pourquoi j'ai continué jusqu'au bout? Pourquoi j'ai accepté le combat? Parce qu'en fait, j'aurais pu dire, j'ai pas besoin de faire mes preuves, je m'en fiche, pas une expo de plus ou quoi, enfin on s'en fiche. Sauf qu'à force tout le temps de poser les armes, de dire, bon, c'est pas grave, je vais pas rentrer là-dedans. Mais on se rend compte qu'en fait, il y a une sorte de territoire qu'on laisse. Mais c'est hors de question. C'est-à-dire que je suis rentrée en école d'art jusqu'à mon diplôme. Mon diplôme, on m'a demandé pourquoi je faisais une école d'art. Et un des membres m'a même demandé si c'était pas pour me trouver un mec. Je dis parce que les filles dans les écoles d'art, vous trouvez toujours des mecs. Bien sûr, c'était ma motivation, bien entendu. Et ensuite, au moment des délibérations, qui ne se passaient pas très bien, parce qu'évidemment, on pose ce genre de questions, évidemment, on répond. Parce que quand même, à un moment donné, j'ai 5 hommes en face de moi à mon jury des NSEP, et il n'y a que du cynisme, que du mépris. Parce que j'enfile des perles, parce que je brode, parce que j'ai des références qui ne sont pas les bonnes, en fait. Parce que je suis algérienne d'origine, parce qu'il y a tout un ensemble, un millefeuille de handicaps qui ne sont pas bons. Ce n'est pas une bonne carte, en fait. Ben, c'est douloureux, en fait. Et quand, dans mon diplôme, on me dit, à la délibération, et à part ça, sinon, mademoiselle, vous cuisinez bien, je ne réponds pas. Il y en a un qui dit, elle doit sûrement bien faire le couscous. Je me dis, mais tout est dit, j'ai rien à rajouter. Je m'en vais. Sauf que c'est une couche de millefeuille plus une autre. Et j'ai rajouté encore un handicap, j'ai eu un enfant. Bing, on se rajoute encore un coup. C'est-à-dire que non seulement j'étais une femme, que je devais me battre parce que, évidemment, on vous assigne toujours l'endroit le plus pourri, on vous donne la prod la plus ridicule. Bon, on fait avec, mais on s'en sort quand même pas si mal. On me dit non, mais finalement, t'as pas besoin. Tu t'en sors très très bien. Évidemment, mais donnez-moi, moi, les mêmes budgets que tous les autres, et je m'en sortirai aussi bien. Donc d'être dans ces playlists en permanence, où on n'est pas, je peux faire toutes les expos que je veux. Le retour presse, il est où? Il est difficile à avoir. Je ne parle même pas des ateliers d'artistes et les machins. Je ne parle même pas de ça. Juste arriver à tenir le choc sur la longueur, tenir le choc dans une galerie, tenir le choc dans les expos de groupe, tenir le choc en permanence. Donc j'ai été victime, j'ai vu également, ou alors on me parle de mon fils au lieu de me parler de mon travail. Au début, je le cachais, j'avais un enfant, c'était mieux, parce qu'on m'a dit « mais t'as pas envie de réussir ?» Je dis eh ben, « pour moi, c'est pas problématique d'avoir un enfant, en l'absolu. » Ben, ça l'a été. Donc je l'ai caché, pendant longtemps les gens ne savaient pas que j'avais un enfant. Et puis après, j'ai assumé. Il n'y a pas de raison, il fait partie de ma vie, c'est grâce à lui que je suis aussi libre pour faire mon travail. Donc il n'y a pas de raison qu'il soit un mensonge de plus dans tout cet ensemble. Parce qu'aussi, à un moment donné, on vous apprend à taire les choses, à taire, à minimiser. Je suis proposée par un des rapporteurs de la Villa Médicis à postuler à la Villa Médicis une année, il y a un petit moment. Moi, je suis tellement naïve. J'ai cru que c'était mon travail qui faisait la différence. Je crois toujours que c'est ça. C'est-à-dire que naïvement, je suis amoureuse du travail, je me dis que sur 50 artistes différents, c'est le travail qu'on va regarder. Je parle là pour les prix Marcel Duchamp, toutes ces choses magnifiques.
Donc on me propose de postuler. Je me dis, oh, génial, c'est que mon travail est enfin regardé. Je postule, naïvement. Je suis présélectionnée, naïvement. Et j'arrive le matin avec tout mon bazar, pensant que j'ai une chance. Bon, j'étais la seule fille dans les 8, je crois. Déjà, j'étais un peu... Bon, c'est impressionnant, quoi. Moi, la Villa Médicis, c'est l'histoire. J'arrive et là, on me dit, mais t'es folle ou quoi? Tu crois vraiment que tu vas la voir? Je dis, bah oui. Enfin, je sais pas si je vais la voir, mais en tout cas, je vais me battre. Ils me disent, mais t'es folle, c'est machin et machin qui vont partir. Je dis, on n'est même pas passé. Et effectivement, c'est machin et machin qui sont partis. J'ai dit, on n'a aucune chance dans rien, en fait. Jamais, quoi. C'est-à-dire qu'il y a dû y avoir, il fallait mettre une case, il fallait mettre quelqu'un. Il fallait mettre quelqu'un qui connaissait quelqu'un, que machin, qui pouvait laisser la place à d'autres. Mais sur les 8, il y en avait une. Et c'est les 2 qui étaient prédestinés qui sont partis, prénommés. Donc c'est en permanence, c'est des choses infimes, parfois. C'est des choses brutales, souvent. C'est nommé ou pas, c'est souvent menti. C'est pas forcément les hommes qui sont à l'origine. Il y a de tout. Là, pour le coup, il y a une vraie parité. C'est-à-dire que c'est autant du mépris de la part de femmes que d'hommes. Il n'y a pas plus un camp qu'un autre, je dirais. C'est juste qu'au final, il y a beaucoup de silence. Il y a beaucoup de tristesse qui accompagne ça. Parce qu'au final, on a l'impression que ça devient... Alors, il faut lutter pour ne pas être paranoïaque, il faut lutter pour ne pas être amère, il faut lutter pour ne pas être arrogante, prétentieuse, méchante et tout. Moi, j'ai pris le parti de rester naïve. Je suis cette gamine qui vivait en cité et qui espérait que peut-être Fra Angelico pourrait la sauver pour l'éternité, ce qui s'est passé. Et je reste persuadée que cette naïveté-là doit guider tout le reste. Alors moi, je dois dire que ce mot-là, je ne le connaissais pas. Il ne fait pas partie de mon vocabulaire, il ne fait pas partie de mon monde. Du coup, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et par rapport à ce que je disais avant, c'est que je me suis rendu compte qu'effectivement, dans le travail, je ne suis pas une artiste conceptuelle, je suis une artiste qui englobe les choses. Si je suis triste, tout est triste. Si je suis heureuse, tout est heureuse. De toute façon, c'est en lien direct avec ce que je suis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écart. Et donc là, j'ai constaté, en regardant un peu plus précisément, c'est que je dessine beaucoup de femmes, blanches, maltraitées. Souvent, elles sont frappées. Il y a des corps en morceaux, il y a des décapités, il y a des gens à terre, des gens... Souvent, c'est des corps qui sont malmenés. Alors, je me suis posé cette question, justement, de la race, du genre, des groupes, des minorités, etc. Et je me suis aperçue qu'à travers tout ça, tous ces groupes que je dessine ou que je sculpte, même si ça peut être des animaux, pour moi, il n'y a pas de distinction réellement, enfin, c'est une histoire de corps. Ça parle dans l'ensemble, en tout cas ça évoque, ou ça rend compte d'une maltraitance permanente. Il n'y a jamais rien qui va de soi. Je me méfie toujours. Dès que ça va un peu bien, ça va arriver, derrière, quelque part. Il va y avoir un coup par derrière qui va venir. Et quand j'ai regardé plus précisément les portraits, j'ai regardé les sculptures, pour moi il y a une sorte d'universalité. C'est juste que ça parle du fait que quand vous allez à l'île Maurice, à l'île Maurice, il y a des gens qui se détestent, c'est d'autres groupes qui se détestent. Vous allez aux États-Unis, c'est d'autres groupes qui peuvent pas se supporter. Donc quoi qu'on fasse, où qu'on se déplace, en fait, ce qui me bouleverse, c'est que la haine est toujours pas loin. Et qu'il est bien plus difficile d'essayer d'être dans une sorte d'universalité de l'autre. Ce qui fait que cette intersectionnalité est, à mon avis, affleurante, en écho, un petit peu derrière. Mais pas de front. C'est-à-dire que je n'ai pas de combat de front. Je ne parle pas d'une chose de front. J'aurais pu... Moi, je me suis pas interdite de choses, mais je me suis rendu compte que, par exemple, quand je brodais ou quand j'étais dans des rapports de paillettes, je sais qu'il y avait mes grands-mères pas loin,
J'ai vu ma grand-mère en Algérie voilée de la tête aux pieds, des fantômes noirs dans la rue, comme mes 2 tantes. Et plutôt que d'être dans un rapport direct à ces peurs-là, à ces dégoûts-là aussi, à tout ce que je peux ressentir, je passe par un filtre qui est bien plus universel, bien plus lointain, pour ne pas être dans une illustration directe, on va dire, et de plutôt essayer d'être dans une poésie, dans une restitution poétique de ces peurs-là. Donc je ne sais pas si ça répond vraiment, mais il n'y a aucun focus. Tout type de discrimination, tout type de maltraitance, tout type d'injustice me concerne. Et forcément arrive quelque part, dans le travail, forcément. Que ce soit par le dessin, la représentation, ou par des choses plus abstraites, ou juste des gestes. J'ai fait un film où une fille attend pendant très longtemps dans des paysages, et je me posais la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais ça? Elle attend. Quelque chose qui n'arrivera jamais, on le sait. Mais cette fille est blanche, blonde, grosse poitrine, magnifique. Ce n'est pas moi, mais ça peut être toute femme confondue. Après, le travail que j'ai fait à l'île Maurice, en prenant un musicien mauricien qui jouait de la guitare, enfin un texte très particulier, une chanson très particulière. Ce mauricien, c'était moi. Donc je peux me glisser à tous les endroits, dans toutes les frayeurs, dans toutes les peurs et dans toutes les injustices. J'ai aucun problème pour ça. Je suis tout le monde. Le jour où, à 11 ans, ma prof d'histoire allume le truc à diapo et me met la Shoah, je suis devenue juive. Je suis morte ce jour-là. Je me dis, comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois une femme démantelée en bikini, enfin, une espèce de bikini, une femme à un squelette, un corps mort, tenue entre 2 soldats. Elle souriait sur la photo, la fille, cette femme. On montre ça, on avait 11 ans. Je ne savais même pas que ça existait. Je suis devenue juive. Je suis devenue rwandaise. Je suis devenue tout ce que vous voulez. Et tout ça, c'est dans tous ces dessins, dans toutes ces sculptures que je fais, dans la fonderie, dans le feu que je prends, dans la terre, dans tous ces gestes, il y a toutes ces histoires. Je suis toute l'histoire confondue, je ne peux pas être autrement. Ça fait que je suis une révoltée permanente, tout le temps. Je n'accepte rien, je n'ai aucune tolérance à rien. On ne me parle pas mal, on ne parle pas mal aux gens devant moi, je ne veux pas ça. Je n'ai aucune souplesse. Aucune. Je n'en ai aucune. Je ne peux plus. J'ai un seuil. On ne peut pas être indifférente, enfin je ne peux pas être indifférente aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je sens. Je ne veux pas être indifférente. Je ne veux pas, c'est une lutte. Alors moi j'ai 42 ans, ça fait 20 ans que je travaille, et 2 fracs m'ont acheté. Le frac, je donne les noms, hein. Frac Basse-Normandie et le frac Les Abattoirs à Toulouse. Pourquoi? Je travaille, je suis honnête, je suis tous les jours à l'atelier. Je ne demande rien à personne. Moi j'aimerais qu'on pose cette question-là aux gens qui détiennent le pouvoir de faire ça. Il y a des comptes à rendre. Je suis désolée de ça. Pour quelle raison? J'ai acheté, je vais naïvement à Beaubourg, à la bibliothèque, à la librairie, et je lis le livre Artiste. Il y a eu trois livres, collectionneur, artiste et galeriste. Vous regarderez le livre Artiste. Donc des entretiens, des échanges, écrits par une femme. Il y a combien de femmes dans cette liste? 2. Que faisaient les autres? On avait du linge à faire, on avait le ménage sûrement. Ça fait rire, mais ça ne fait pas rire en fait. Et donc c'est la même chose pour ces acquisitions, c'est la même chose pour ces expositions. Où on sert de quoi? De bouche-trou à des moments où on a obligé. Oh, le prix Marcel Duchamp, vite! Il n'y a que des hommes nommés depuis 3-4 ans. Vite, mettons des femmes. Et pour quelle raison?
Pour quelles raisons? Qu'on me donne les raisons. Que ces gens-là, qui travaillent avec l'argent public, me disent pourquoi il y a des playlists, et c'est toujours les mêmes, qui font les tours des centres d'art, les tours de tous les fracs, et qui sont achetés dans les collections. Pour quelles raisons? Qui ont les bourses, qui ont les ateliers, qui ont tout ça. Pour quelles raisons? Question de qualité? D'intelligence? De réseautage? Qu'on m'explique? Qu'on me rende des comptes un jour. J'aimerais qu'on me rende des comptes. Moi, je travaille, je suis enseignante, également, dans une école d'art, et je vois arriver en masse, en première année, des filles qui sont brillantes, intelligentes, tout aussi dévouées, investies que les garçons. Où vont-elles? Où vont-elles? 5e année, ça écrème, hein, bien sûr. Bien sûr, ça écrème, parce qu'il faudra tenir, mais ça, peu importe. On le sait qu'il faut tenir derrière. La sélection naturelle est tellement violente. Mais ensuite, évidemment que quand vous savez que vous n'êtes jamais acheté, en 22 ans, donc j'ai été achetée 2 fois par un frac. Je suis française, hein, je suis investie dans mon travail, je pense être honnête, je pense pouvoir avoir un travail équivalent aux autres. Je ne dis pas le mien est incroyable, pas du tout, ce n'est pas une question de qualité même. D'ailleurs, si c'était une question de qualité, je pense qu'on aurait des meilleures collections. Et on aurait des meilleures expositions. Parce que souvent, ce qui me rend le plus triste au monde, c'est d'aller voir des expos avec juste l'envie de partir, je ne sais pas où, mais de m'extraire. On parle d'amour. Je sors de là, je dis, mon Dieu, c'est ma famille, ça, c'est mon monde, j'ai honte. J'ai honte de participer à ça. Et j'ai honte qu'on me prenne et qu'on me foute dans un coin, alors que c'est ma vie en entier. J'ai honte de ne jamais être parmi cette putain de liste qu'on dresse en permanence. Pour quelle raison? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'on m'explique. Qu'on vienne s'asseoir là et qu'on me dise j'ai favorisé les 45 mecs, ces mecs-là, l'année d'après, ces mecs-là, et puis j'ai mis 3 filles parce qu'il fallait en mettre. Et c'est pas parce que c'est des directeurs, hein, c'est aussi des filles, hein, directrices. C'est pas que ça. Pour quelle raison? Pour nous épuiser? Pour qu'on aille jusqu'au bout sur les genoux? On ira, c'est pas le problème. Hein. On est capable d'accoucher, on peut ramper jusqu'au bout. C'est pas un problème. Donc la première des choses que je dis à mes étudiantes, c'est dit faites attention. Sur ce groupe-là, c'est lui là-bas qui va s'en sortir. Ce n'est pas vous. Elle rigole, hein, elle n'y croit pas. Alors je ne fais pas de drame, je dis juste faites attention, parce que vous allez devoir vous fabriquer tous les outils pour pouvoir tenir. Non pas pour pouvoir bien travailler, ça on le sait, ça va, c'est pas le problème. C'est juste pour pouvoir tenir, juste pour pouvoir montrer, juste pour pouvoir défendre, juste pour pouvoir même... moi je ne suis pas une pro du dossier, je ne vais pas à des vernissages, je ne ferai pas de réseautage pour avoir un atelier, logement, etc. Je m'occupe, si je dois être femme de ménage, je serai femme de ménage, ce n'est pas un problème. Le travail, au final, fera le reste. Et ça, on le verra qu'à la fin. Tout à la fin. Mais en tout cas, rester debout. Juste ça, c'est ma mission d'enseignante. Les livres peuvent aller à la bibliothèque et lire tout ce qu'elles veulent. Mais juste comprendre qu'il y a une sorte d'injustice qu'il faut combattre, en n'étant justement pas arrogant, pas prétentieux, pas stratégique, pas machin, mais être dans le travail, et dans l'amour de ce travail-là, et dans l'amour du partage de ce travail-là. Ça, c'est le fondement même de ma vie. Et mon rôle d'enseignante, c'est une vraie mission. Mission, comment dire, de partage d'abord, et je crois que c'est à l'endroit de l'éducation qu'on peut faire changer les choses. Parce que sinon, ces filles-là, elles vont se passer quoi? Elles vont plier les genoux en 2 minutes. Donc même dans mon école, on est 38% de filles, d'enseignantes. On n'est pas loin du 50. On va y arriver. Après, l'idée de mettre des filles pour mettre des filles, ça m'embête. Parce que c'est pas parce qu'on est une fille qu'on a un bon travail. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est un garçon qu'on a un bon travail. J'espère juste un jour qu'on se met à l'endroit de la production et qu'on regarde ça, sans nom, sans rien autour. Et qu'on regarde ce qui est fait, ce qui est dit, ce qui est proposé. Parce que la question du projet, parce que le dessin, moi j'enseigne le dessin. Parce que pour moi c'est le cœur. Mais ce n'est pas le dessin IN, c'est le dessin EIN. C'est le projet. On parle de... Moi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que je fais? On n'oublie pas que c'est du hobby, hein. Mais c'est d'abord un projet de vie. C'est une proposition.
Quand je parle de beauté, moi je veux de la beauté tous les jours, partout. Le luxe absolu, quoi, pour tout le monde. Ce serait d'ouvrir les yeux et de caresser le monde avec que de la beauté autour, tout le temps. Alors cette beauté, s'il faut l'avoir par les armes, on l'aura par les armes. Il y avait cette phrase magnifique qui dit « Qui veut la paix prépare la guerre ». On va la faire. On la fait tous les jours déjà. Mais la paix, on l'aura un jour. Ça, j'en suis sûre. Moi, je me pose la question, est-ce que j'ai le choix? Je ne crois pas l'avoir. C'est-à-dire que je suis féministe comme je pourrais être tout le reste. À partir du moment où je n'accepte pas, où je ne tolère pas quelque discrimination que ce soit, y compris même ceux que je n'ai pas envie d'entendre et voir, c'est-à-dire que la tolérance de l'écoute permanente, je suis féministe parce que je... Et mon premier acte féministe, c'est d'éduquer mon fils. Et que ce garçon puisse comprendre un jour que c'est lui qui va permettre les choses, que c'est lui, ses copains, ses copines, etc. Donc mon premier geste féministe, c'est mon fils. C'est celui de l'éduquer comme il faut. Comme j'estime devoir le faire.